La diaspora malienne de France est organisée globalement en associations villageoises, en associations de régions, en associations de même communes en France ici. Et certains ont finalement franchi le pas depuis 2010 en association politique au sein du MPP. Boubacar Salif Traoré et son mouvement veulent donner de la voix à la diaspora malienne de France dans les instances dirigeantes au Mali. Et je voulais savoir des choses pour la cotisation, ça se passe comment, si ça a été prévu déjà. Et moi, je suis venu à Champigny parce que j'ai appris, je connais Boubacar, on a commencé à se voir il y a 1 an et puis il a communiqué il y a 2 mois par là. Alors, et je ne sais pas si ils sont déjà passés dans les 95, pas encore, voilà. Donc moi je suis à votre disposition, je suis dans le secteur ville et les belles. Si vous voulez organiser quelque chose là-bas, je suis prêt à participer à l'organisation. C'est pas comme ça, si on veut que ça bouge, il faut qu'on se batte. Et c'est pas Boubacar tout seul qui pourra le faire, il doit compter sur nous comme on doit compter sur lui. Peut-être moi j'ai pas de diplôme, mais lui il a des diplômes, il a des connaissances, mais moi sur le terrain je peux me battre, je peux faire sortir 10 000 personnes comme 2 personnes. Mais si tout le monde reste chez soi, soit une association ne peut pas vivre sans fonds, sans quelque chose. Et le Fisson a dit quelque chose tout à l'heure qui est vraiment valable. Quand on va se retrouver, on est 10 dans la salle et qu'on constitue un bureau, ou qu'on dit, bon, c'est comme on est 10, mais on veut vraiment faire fonctionner le mouvement. Mais il faut quand même qu'on puisse vraiment donner le moyen à ces mouvements de vivre. S'il faut vraiment laisser tout sur le dos d'une seule personne, on ne peut pas aller loin. Donc de ce côté-là, cette partie, vous avez vu, c'est vraiment l'avenir vraiment du Mali. Ce n'est pas l'avenir seulement de la diaspora en France ici, mais c'est l'avenir du Mali. Il y a eu des idées qui ont été dites, d'autres disaient qu'il fallait même changer le nom du parti. Non, il faut partir de quelque chose. Et une fois qu'on est vraiment constitué, et quand on a vraiment du monde, quand l'idée s'épanouit, et c'est à ce moment-là qu'on prendra une décision. Mais à chaque proposition, si on nous dit de faire ceci aujourd'hui, pour cela, on ne va vraiment pas s'en sortir. Effectivement, je dirais qu'il faut un début à tout. Nous avons passé au MPP parce que, effectivement, nous avons recueilli un certain nombre de problèmes au sein de la société malienne. On a décidé de proposer nos solutions. Effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se posent la question de savoir pourquoi on n'a pas décidé d'intégrer un parti existant. Parce que tout simplement, nous avons considéré que nous avons une idéologie nouvelle et des capacités innovantes pour proposer des projets innovants à la société malienne. Donc nous allons aller à la rencontre de chaque Malien, partout où il se trouve, à travers le monde. Nous allons essayer d'aller à la rencontre d'abord de la diaspora malienne qui se trouve dans différents pays et sur différents continents, et ensuite aller au contact des Maliens. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans un système où nous-mêmes, membres de la diaspora, nous agissons de manière concrète au développement du Mali. C'est-à-dire chaque fin de mois, nous pensons à nos parents restés au pays, et nous avons aussi des associations qui contribuent directement au développement local. Donc à partir de cette dynamique-là, nous essayons de mettre en place une sorte de mutualisation des efforts pour ensuite aller proposer un projet cohérent, sérieux pour un Mali innovant. Voilà la raison principale pour laquelle nous avons pensé à créer le MPP à partir de la France et qui va ensuite se déployer partout où se trouvent les Maliens. Après avoir écouté toutes les interventions qui viennent d'avoir lieu ici, j'ai des petites choses quand même au niveau de Paris avant d'arriver au Mali. La diaspora malienne, les Maliens en France ont beaucoup de problèmes par rapport à ce problème de carte Nina. Il y a les Maliens qui veulent voyager, ne peuvent pas voyager en ce moment. Il y a pas de on va à l'ambassade, il n'y a pas de passeport. Vous avez la carte Nina? Non, je ne l'ai pas. Je l'ai demandé il y a 6 mois, il y a 1 an, je ne l'ai pas. Ah ben on ne peut rien faire. Si vous n'avez pas la carte Nina, on ne peut pas vous délivrer un passeport. C'est quand même désolant pour un pays comme le Mali. Et tu vas à Bamako, c'est la même musique. Il y a 4 mois, j'étais à Bamako, j'ai été voir ce problème de carte Nina. Même les Maliens ne s'en sortent pas avec ce problème. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont perdus. Il y a beaucoup de jeunes qui sont aujourd'hui, sincèrement, abasourdis par rapport à ce qui se passe au Mali.
parce qu'ils ne sont pas considérés ni au Mali ni en France. Donc aujourd'hui, il y a un mouvement qui nous permet d'avancer, de porter notre voix le plus haut possible, parce que c'est nous l'avenir du Mali. Donc j'aimerais bien savoir quel message que je pourrais porter aux autres jeunes pour qu'ils puissent nous suivre et surtout adhérer et faire avancer le mouvement. Justement, nous avons décidé, nous, d'agir de manière transparente. Je ne dis pas que les autres ne le font pas, mais nous avons décidé de ne pas trop regarder ce que les autres font. Parce que tout simplement, nous avons notre modèle que nous comptons mettre en œuvre à travers cette transparence-là, à travers un réseau dynamique composé d'entrepreneurs, de leaders associatifs, pour ensuite aller vers cette mutualisation, comme je l'ai dit, mutualisation des efforts, mutualisation des intelligences, pour produire un projet en direction du Mali. Effectivement, nous avons une grande différence par rapport à ce qui se fait actuellement, parce que nous avons décidé d'aller vers le projet. Nous allons construire un projet et c'est ce projet-là qui fera foi, nous, dans nos actions. Nous n'allons pas rentrer dans les querelles politiciennes, nous n'allons pas rentrer dans les querelles de personnes. Nous, tout ce qui fait foi, c'est le projet. Et progressivement, nous allons nous frotter au débat avec les uns et les autres pour voir les différentes solutions, parce que nous restons convaincus que nous avons des solutions pour le peuple malien et qu'à travers notre projet, je pense que les Maliens auront un regard sur un processus qui pourra, in fine, faire leur bonheur. Si moi je meurs aujourd'hui, mes enfants, demain comment ils vont faire? Le Mali, en tête quand tu es là, les gens ils sont là avec toi quand tu es vivant. Mais une fois que tu meurs, ils s'en fichent de tes enfants. Et c'est là le combat. Le combat aujourd'hui, c'est qu'on soit là, qu'on se donne la main et qu'on essaie de faire le maximum, que chacun se batte, qu'on assiste quand il y a des genres de trucs. Les petites réunions, ça se comprend s'il y a 5-6 personnes. Mais ce genre de truc, c'est une journée qui a été réservée. Tout le monde a été informé, mais qu'on ne trouve pas des arguments soi-disant. On est en France, hein. Moi je fais le planning, je connais la loi, du travail et tout. Tu poses ta journée, le patron il ne peut pas te refuser. Donc arrêtons de trouver des excuses de le boulot. Et si vous voulez rester au boulot, restez au boulot. Et après, les conséquences... La diaspora, effectivement, a une part de responsabilité économique, de développement et beaucoup de possibilités en elle. Mais il me semble qu'on oublie de parler de la jeunesse du pays elle-même, cette jeunesse qui est en train de mourir dans l'eau en ce moment, ou cette jeunesse qui continue à venir clandestinement ici. Pourquoi? Et qui en est responsable. Et je pense que si la diaspora veut mettre en mouvement un mouvement pour le progrès en route, il faut aussi qu'elle prenne conscience qu'il y a des choses qui doivent s'arrêter dans les comportements ancestraux et dans la façon dont on veut développer un pays. Si la région de Yaguiné est très développée, enfin de Yélimane et Caille, c'est parce que beaucoup de Soninké sont ici et envoient effectivement des sommes extraordinaires d'argent pour construire des dispensaires, des mosquées, des écoles et tout ce que vous connaissez mieux que moi. Mais il y a toute une autre partie du pays, moi je connais particulièrement la région de Mopti, de Gao, il y a toute cette autre partie où ils n'ont pas ce nombre, ce volume de diaspora partis à l'étranger. Et donc il y a toute cette autre partie du pays qui est beaucoup moins développée que la vôtre. Et il y a toute une jeunesse là-bas qui n'a pas de porte-parole à l'étranger pour entendre tout ce qu'elle peut entendre de ce qui se dit ici. Et c'est comment cette jeunesse que vous laissez partir de ce pays, comment vous, la diaspora de cette région du Mali, vous leur parlez pour leur permettre de rester là-bas et leur donner les moyens de rester dans ce pays. Si vous voulez vider un pays de sa jeunesse, le pays va mourir. Vous avez beau prendre toutes les dispositions que vous voulez, je ne pense pas qu'on ne peut parler que de la diaspora. Et s'il y a des choses qui doivent être mises en place aussi, c'est par rapport à cette jeunesse-là. Et la jeunesse du pays au Mali, elle est en souffrance. Et c'est cette souffrance-là aussi qu'il faut entendre. Ben, nous avons des principes. Le premier principe que nous avons, c'est le principe de la transparence. Être transparent, rendre public un certain nombre de choses, notamment à savoir la politique qui sera menée, rendre transparent, de manière très transparente, l'utilisation des budgets. Nous sommes très à cheval sur la rigueur budgétaire. Ensuite, nous avons un principe qui est non négociable, c'est le principe de la laïcité. Nous sommes un mouvement qui ne veut pas mélanger la politique à la religion. Nous faisons la séparation des pouvoirs. Donc sur cette question-là, nous n'allons pas négocier.
Ensuite, nous avons aussi un autre principe, c'est qu'on nous donne la capacité de réformer. Nous n'allons pas participer à quoi que ce soit si nous ne sommes pas sûrs de pouvoir mener à bien ce que nous avons prévu en termes de réforme. Voici les quelques principes qui, nous, ne sont pas négociables à notre niveau et qui conditionnent toute notre probable future collaboration et coopération avec une structure existante. Juste une contribution par rapport aux méthodes de cotisation. Il y a un piège, il ne faut pas que vous tombiez là-dedans parce que j'ai assisté à une réunion vraiment à titre désintéressé d'un parti majeur du Mali ici. Et il y avait énormément de problèmes autour des cotisations. Donc apparemment il y avait même des cotisations qui étaient données de main en main, sans reçu, et vraiment ce sont des choses à éviter, à ne pas faire. Surtout que vraiment, je peux dire nous, parce que je considère que vraiment on est déjà ensemble, que nous sommes dans une logique de remettre les choses en question. Donc il faut vraiment faire les choses comme ça se doit, vraiment de façon assez perfectionnée, quoi. Donc évitez ce piège, évitez de tomber dans ce genre de pièges. Faites des reçus pour les cotisations. Et pour tout ce qui est NINA, vraiment les problèmes administratifs, moi je ne peux pas comprendre que nous soyons des Maliens, qu'on soit nuls au Mali. Moi je peux le comprendre, on a déjà décelé les causes. Mais qu'on vienne en France aussi, dans l'un des pays les plus avancés du monde, on continue à être nuls en France. Sincèrement, ça m'empêche de dormir. La parole, mais je pense que je souhaitais rebondir sur quelques points très rapides. Tout d'abord, bon, il faut détendre l'atmosphère, mais je ne veux pas revenir sur ce qu'a dit notre ami tout à l'heure. Moi, je l'avais déjà dit. Hein. Il ne faut pas chercher d'excuses lorsqu'il est question, effectivement, de se battre pour la nation, quand on aime son pays. Ce que je voulais dire pour détendre un petit peu l'atmosphère, tout d'abord, c'est que mon aîné me le disait, Sam, je ne sais pas s'il est Sam. Tonton Sam, voilà, juste ce que je voulais dire. Non mais tu as raison. Effectivement, plutôt que de démultiplier les partis, il vaut mieux effectivement, lorsque l'on a des points de convergence avec des personnes, et en l'occurrence Boubacar qui vient de créer son parti, cher ami, moi effectivement, je pense que ce serait bien que tu rejoignes ce parti-là, plutôt que de se disperser un peu partout. Il est dit effectivement que l'union fait la force, mais il faut également garder à l'esprit, tonton Sam, que l'union ne se force pas. Hein. Donc il faut, ça c'est un point qu'il faut garder à l'esprit. Ce qu'il faut aussi garder à l'esprit, c'est que cette diaspora-là, il faut que nous prenions rapidement la mesure de la gravité de la situation au Mali. Rectifier quand même une idée perçue qui consiste à croire que la diaspora malienne, elle se réduit justement à cette population soninké qui est pratiquement la seule à envoyer de l'argent au Mali. Ça, ce n'est pas vrai. Je ne suis pas soninké. Moi, je sais que mon premier budget pour le Mali, le premier budget sur mon salaire, c'est celui que j'envoie au Mali. Donc, le processus qui consiste à aider le Mali par rapport à la France, ce n'est pas quelque chose qui est inné uniquement les soninké. Cela dit, M. Traoré, Boubacar, je l'ai rencontré la première fois en 2010 où il m'a parlé de politique. Sincèrement, je ne croyais pas à 100%. Mais au bout de 5-6 ans, j'ai vu sa persévérance, j'ai vu vraiment sa volonté du changement au Mali. Je crois que je suis persuadé et là, il est à saluer pour ça. J'ai dit le problème principal du Mali actuellement, c'est un problème de gestion. Aujourd'hui, quand on nomme à des profils de magistrats ou autres, à des postes de consul ou autres, sincèrement, ce n'est pas leur boulot. Nous sommes dans un monde mondialisé. Le consulat fait des recettes. C'est quasiment une entreprise. Je considère qu'il faut des gestionnaires capables de gérer la structure de manière efficace. Nous savons aujourd'hui que les services consulaires et l'administration malienne en général est très peu
informatisés. Nous avons ce problème-là. On ne peut pas continuer à traiter les dossiers de manière archaïque alors que nous sommes dans un monde où le temps est compté, où les gens ont des exigences qui ne leur permettent pas de rester sur place ou d'attendre indéfiniment. Nous avons des erreurs impardonnables qui sont commises par l'administration malienne et que je ne m'explique même pas. Et cette question-là, ces sujets-là ont une réponse claire. C'est la réponse liée notamment au manque de savoir-faire, au manque de volonté et tout simplement qu'on pourrait mettre dans un sac global qui s'appelle l'incompétence généralisée. C'est pas que les personnes en question soient des personnes incompétentes, mais tout simplement les tâches qui leur sont confiées, ils sont incompétents pour effectuer ces tâches-là. Ces personnes-là sont incompétentes pour ces tâches-là. Donc nous voulons, à partir de ce moment-là, mener une étude sur les profils types. Moi, je suis gestionnaire dans mon quotidien. Je sais comment ces choses-là marchent et je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe est scandaleux parce que ça n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas lié à l'impossibilité de trouver une solution, c'est lié tout simplement à un manque de savoir-faire auquel il faut remédier. Par rapport à la question sur le parti, ce qu'il y a, c'est que le MPP est un parti qui a vu le jour depuis 2010. Nous avons un bureau. Et là, ce n'est pas le directoire. En fait, on a un bureau et Champigny n'est pas la base du parti. Et cette réunion-là, c'était une réunion de prise de contact. Il y a 2 semaines, j'étais à Clichy, à Montfermeil. 2 semaines avant, j'étais à Nancy. Je suis en train de faire le tour de la France pour prendre contact dans différentes villes. Donc, le parti n'est pas basé à Champigny et ça, ce n'est pas le bureau. À chaque rencontre, on découvre de nouveaux talents et on essaye de se structurer en comité par ville. C'est un peu une tactique qui consiste à contrôler progressivement les villes. Et une fois qu'on aura fini la mission en France, l'idée c'est d'aller dans d'autres pays. Donc, effectivement, il y a cette stratégie en cours. Concernant le consulat, je pense que nous allons débattre pendant 10 ans sur la même problématique, il n'y aura pas de solution. Le problème se nomme, excusez-moi, incompétence. Le Mali fait face à une situation d'incompétence des cadres rarement observée. Il y a une absence totale de savoir-faire. Vous savez, en France ici, quand on a besoin de pièces, on s'adresse à Nantes, qui gère plus de 65 millions de pièces. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le parcours du combattant, ce n'est pas un tout petit consulat censé gérer les dossiers d'une toute petite communauté qui vont nous raconter que c'est particulièrement difficile. Moi, dans mon quotidien, tous les jours, je gère le dossier de pratiquement 130 clients par jour. Et il n'y a jamais de problème. Et ce travail-là, je le fais en 2h30. Parce qu'il y a un logiciel, parce que c'est informatisé, on appuie sur 2-3 boutons, on a les informations. Les erreurs, les absences de cartes, ça n'a qu'un seul nom, c'est l'incompétence. Comment voulez-vous que pendant plus de 20 ans, 10 ans, que systématiquement, on nomme au poste de consul des magistrats? Ce n'est pas la mission des magistrats d'être consul. À l'heure actuelle, un consulat, c'est d'abord une entreprise. C'est une entreprise parce qu'il y a des recettes. Donc, on se doit de nommer un profil de gestionnaire. Quelqu'un qui gère, qui vient avec une volonté de réformer. Vous allez faire une enquête au consulat. Aucun service au consulat n'est informatisé en France ici. Il n'y a pas d'informatique. Les seuls ordinateurs qui sont à leur disposition sont utilisés pour jouer aux cartes. Vous avez des dossiers empilés en papier comme pas possible. Et l'erreur, elle est humaine. Donc, quand l'État n'est pas capable d'investir dans des logiciels pour informatiser son dispositif, et au niveau du personnel, il y a pléthore. Vous éliminez, vous enlevez 80% du personnel, vous mettez un service informatique, je vous garantis qu'il n'y aura aucun problème. Donc moi, je reviens à la même chose. Mon combat, c'est aussi ce combat contre un système global qui a globalement échoué. Parce qu'on ne peut pas continuer avec les mêmes méthodes, toujours le même traditionnel conseil des ministres, toujours les mêmes méthodes, dont on n'a pas compris que depuis un certain moment, on est dans la mondialisation, on est dans un monde globalisé, on est dans un monde où le numérique a pris une place, et nous, on ne peut pas rester dans notre coin à faire les choses de manière rudimentaire. On paye cash.
Donc, on peut discuter pendant 10 ans, pendant 20 ans. Moi, je n'aurais pas de solution. Quand le conseil est venu, il m'a reçu, il m'a demandé quelle était la solution. J'ai rédigé un courrier en lui disant de 1, il fallait faire une évaluation de la situation, informatiser, former le personnel. Et ça, il y avait des associations qui étaient prêtes à le faire gratuitement. Faire un accueil téléphonique, avoir un site internet performant, que les gens s'enregistrent. Aujourd'hui, qu'on dise que les gens n'ont pas été à l'école ou quoi au caisse, ce n'est pas là la question, parce que ceux qui n'ont pas été à l'école sont chez Pôle emploi, ils arrivent à faire leur démarche. Donc, c'est un problème d'incompétence. On peut dire tout ce qu'on veut. Nous avons fait l'une des premières manifestations devant le Conseil en 2010. Les preuves sont là pour les mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Donc, sachez que si la gouvernance ne change pas, dans 10 ans, ce sera le même problème.